Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. Devant la difficulté à mettre ses ultimatums à exécution, Trump diffère ses ultimatums et se voit dans l'obligation, ou pas d'ailleurs, d'aller vers l'élaboration d'un plan de paix ou de proposition de 15 points faite à l'Iran via le pays voisin, le Pakistan. Que valent ces 15 points et qui dit que Téhéran acceptera ce plan de paix d'un président qui a commencé les hostilités sans avertir? Un plan de paix qui en rappelle un autre. L'alliance américano-sioniste provoque la destruction et propose tout de suite le remède alors que toutes les plaies restent encore ouvertes de son côté. L'Iran ne s'est pas encore prononcé, du moins pas officiellement, mais affirme ne plus faire confiance aux États-Unis. Tout de suite les développements. Pour en parler, nous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir Michel Rimbaud, ancien diplomate français, conférencier, mais également essayiste et auteur de plusieurs ouvrages. Michel Rimbaud, bonsoir, merci d'être avec nous. Avant donc de commencer notre émission et d'entamer le débat, je vous propose, mesdames et messieurs, de voir ensemble ce sujet signé Imen Merad. Dans un contexte de guerre ouverte et d'escalade militaire, Donald Trump tente d'imposer sa feuille de route. Un plan de paix en 15 points aurait été transmis à l'Iran avec un objectif clair, mettre fin aux hostilités et éviter un embrasement régional. Au cœur de cette proposition, des conditions drastiques touchant notamment au nucléaire et aux capacités militaires de l'Iran. En échange, Washington évoque une trêve temporaire et la possibilité d'un allègement des sanctions sur Téhéran. Nous avons eu des discussions très animées. Nous verrons où cela mènera. Nous avons des points d'accord majeurs, je dirais presque tous. Peut-être que cela n'a pas été communiqué. La communication, comme vous le savez, a été réduite en morceaux. Ils ne peuvent pas se parler. Mais nous avons eu des discussions très intenses, M. Witkoff et M. Kushner. Je dirais qu'ils poursuivent cela. Cela mettra fin à ce problème, à ce conflit. Mais sur le terrain, la dynamique est tout autre. Les frappes américano-sionistes se poursuivent, les positions se durcissent et la méfiance domine. Les autorités iraniennes rejettent toute négociation sous pression ou sous contrainte suite à des années de tensions et de revirements signés Washington. Ne qualifiez pas votre défaite d'accord. Aujourd'hui, le monde a deux camps, la vérité et le mensonge. Toute personne cherchant la liberté ne sera pas trompée par vos campagnes médiatiques. Le niveau de votre conflit intérieur a atteint un point où vous négociez avec vous-même. Le plan américain est perçu comme une tentative d'imposer des conditions unilatérales inacceptables en l'état. Dans les coulisses, plusieurs acteurs tentent de jouer les médiateurs, notamment le Pakistan, sans avancée concrète pour l'instant, car au-delà du nucléaire, les lignes rouges restent nombreuses, à savoir la levée totale des sanctions pour l'Iran, les garanties de sécurité et le retrait militaire américain du Golfe. Entre pression militaire et tentative d'amorcer un dialogue, la proposition du plan de paix de Donald Trump apparaît aujourd'hui comme un énième pari dans un conflit où aucun camp ne semble prêt à céder. Retour donc au studio avec notre invité Michel Rimbaud qui nous rejoint par téléphone. Michel Rimbaud, bonsoir. Oui, bonsoir madame, oui. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate français. Très difficile, mais enfin bon. Oui. Voilà, oui. Que vous êtes conférencier, que vous êtes également essayiste de plusieurs ouvrages. Vous avez été ambassadeur au Soudan, Mauritanie, mais également au Zimbabwe. Michel Rimbaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Plaisir partagé, monsieur Michel Rimbaud. Alors, on disait que aujourd'hui, Trump propose ou fait des propositions à l'Iran, un plan de paix qui rappelle bizarrement et étrangement le plan de paix proposé à Gaza, un plan de paix établi sur 15 points à Téhéran via le Pakistan. Cette proposition, ce plan de paix a été donc soumis au Pakistan qui se chargera de le transmettre à l'Iran. La première question qui pourrait peut-être aujourd'hui survenir par rapport à ce plan de paix, c'est est-ce que vous pensez que Téhéran va accepter des propositions de paix comme l'a proposé Trump?
Ben, écoutez, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait beaucoup que ça soit accepté tel quel, parce que finalement, du côté américain, l'interlocuteur, le président Donald Trump, au fond, n'est pas un homme de parole, il dit n'importe quoi. Il prend une décision, c'est toujours un peu comment spectaculaire, mais ça n'est suivi d'aucun effet. Et puis, une heure après, il dit le contraire. Enfin, je pense que la confiance ne règne pas, je pense, et notamment envers l'Iran. Bon, l'Iran est présenté comme un agresseur dans l'Occident en moyenne, alors qu'il est lui-même agressé, quoi. Et que finalement le seul plan qui pourrait réussir, c'est un plan qui donne satisfaction finalement pas aux desiderata, mais aux exigences de l'Iran. L'Iran est l'agresseur et non pas l'agresseur, alors que pour les États-Unis et tous leurs nombreux partisans dans le monde, eh bien, c'est le contraire, quoi. Donc, l'Iran est un agresseur. Oui. Alors, il y a un tel malentendu au départ, et ensuite, étant donné la personnalité du président états-unien, c'est quand même pas la négociation n'est pas facile, elle s'annonce difficile parce que finalement il n'est pas crédible. Il dit en général sur des déclarations extrêmes qui n'ont rien de diplomatique. C'est des menaces, rien n'est suivi des faits. Il change d'avis toutes les heures, etc. Et donc on ne peut pas lui faire confiance. Je ne pense pas que les Iraniens lui feront confiance comme ça. Il faudrait des garanties. Il faudrait peut-être un médiateur, mais bon, c'est un médiateur, ça se présente pas comme ça. Puis en plus, je crois que c'est un deuxième mandat dit président Trump. Et le premier, c'était traité du point de vue du Proche-Orient, du monde arabe et du monde musulman. C'était traduit par une transaction du siècle, qui était une véritable escroquerie en ce qui concerne, disons, les Palestiniens à l'époque. Mais en ce qui concerne l'Iran, ça risque beaucoup d'être la même chose parce que il fait alterner la menace et puis la promesse, la promesse et la menace, mais il n'y a rien du tout de crédible et de tangible, rien n'annonce qu'il peut y avoir une négociation actuellement parce que étant donné la personnalité du président Trump qui est comme ça. Oui, alors on va quand même, parce que finalement, les 15 points n'ont pas été révélés dans leur ensemble. C'est d'ailleurs le journal ou, si vous voulez, le New York Times qui l'a annoncé et que la proposition en elle-même a été donc soumise ou, si vous voulez, transférée au Pakistan qui peut-être vont se charger de transmettre ça à l'Iran. Mais jusque-là, l'Iran se tait officiellement. Il n'y a pas vraiment de réaction, même si des responsables iraniens disent ne plus avoir confiance aux États-Unis. Ont-ils raison de le faire, étant donné qu'à plusieurs reprises, des hostilités ont été ouvertes contre leur propre pays sans qu'ils en soient avertis, et alors même où des négociations étaient en bon cours? Écoutez, je crois que les Iraniens, je pense, ont toutes les raisons d'être très très méfiants. Je dis pas de refuser n'importe quoi parce que c'est vrai qu'on peut accepter des médiations, par exemple, mais des médiations crédibles, pas qu'ils soient des médiations partisanes. Et alors donc ça c'est pas donné. Puis encore une fois, la personnalité des responsables iraniens. Monsieur Michel Rimbaud. On va retrouver donc Michel Rimbaud le temps que cela entre justement dans l'ordre. Justement, parmi les points qui donc étaient proposés par les États-Unis, par Trump, qui a été soumis à Téhéran. Et d'ailleurs, il faut dire qu'à ce stade, les autorités iraniennes n'ont officiellement confirmé ni pourparlers, ni réception de cette proposition. Cela veut dire que tout simplement, peut-être que l'Iran, en ce moment, n'est pas désirable réellement de soumettre
s'ouvrir au dialogue et encore moins aux négociations, estimant que leur pays a été agressé et ce n'est pas l'agresseur ni à l'agresseur d'offrir des propositions. Donc pour l'instant, il y a une sorte de silence du côté iranien. Par contre, du côté du New York Times, qui donc avait déclaré ou avait en tous les cas révélé la nouvelle, à savoir que un plan de paix proposé par Trump a été soumis au pays voisin, donc le Pakistan. Il y a eu quand même plusieurs points qui ont été cités. D'ailleurs, ces points, on va les voir un à un ensemble et avec vous, Monsieur Michel Rimbaud, parce qu'on va se dire que finalement tout ça, pour ça, que les propositions qui sont faites incluent justement ce qui était sur la table des négociations avant que les hostilités ne soient déclarées. Michel Rimbaud. Bien, souhaitons-le si on souhaite avoir la paix, parce que on est quand même dans une phase extrêmement dangereuse de l'histoire du monde, et c'est pas le moment on peut pas jouer avec les promesses non tenues et finalement faire de l'acrobatie, quoi. Et peut-être qu'il faut, bien évidemment, quand on souhaite la paix, ce qui est un désir quand même assez répandu sur la planète, tout en préparant la guerre, mais je pense que quand on souhaite la paix, eh bien, faut faire faire des concessions, et donc il faut accepter, y compris des médiations, quoi. Mais ça doit être à peu près équitable au départ, et ça doit être basé sur la confiance. Or, c'est ça, la confiance qui manque un peu et qui manque terriblement. Je crois que les Iraniens ont de grandes raisons, de très très grandes raisons, des raisons très pertinentes de ne pas faire très très confiance à la partie américaine et à leur allié israélien, parce que c'est comme ça que ça se présente. Oui, bien sûr, c'est une alliance. Allié qui est israélo-américain, disons un interlocuteur, et donc il n'y a aucune raison de faire confiance, parce que je crois que au premier mandat du président Trump, qui avait déjà eu la transaction du siècle, qui s'était, pour régler le problème de Gaza, ça s'était révélé être une escroquerie faramineuse. Et puis entre-temps, le président Trump est parti, il est revenu, mais il a toujours la même technique, une technique qui n'inspire guère la confiance. Oui. Alors, on va voir avec vous, Monsieur Michel Rimbaud, un à un, pour pouvoir comprendre pourquoi avoir quand même été en guerre pendant quand même, on est à plus de 3 semaines de guerre, pour ensuite refaire une proposition où les points essentiels sont des points qui ont été déjà sur la table, comme je disais, des négociations entre donc les Iraniens et les Américains. À ce propos, juste donc, je rappelle quelques points qui ont été énoncés et qui ont été révélés. Le premier point, donc Michel Rimbaud, c'est d'abord le démantèlement de toutes les capacités nucléaires iraniennes existantes. Ceci d'une part, l'engagement de Téhéran de cesser ses efforts pour se procurer des armes nucléaires, ainsi que l'obligation de remettre tout son stock d'uranium enrichi et de démanteler certaines installations. Encore, le plan, il propose aussi aux autorités iraniennes de cesser de soutenir, de financer des groupes armés alliés dans la région. On verra de qui il s'agit. Comme par exemple le Hezbollah ou encore, il le cite, le Hamas. Quant au détroit d'Ormuz, et c'est là un peu où le bas blesse, il serait déclaré comme zone maritime libre et resterait ouvert. Finalement, comme je le disais tout à l'heure, tout ça pour ça. On aurait pu le faire sans la guerre, Michel Rimbaud. Est-ce que vous voulez que je repose la question, Michel Rimbaud? Je disais, on a fait tout ce chemin pour revenir au point de départ au niveau des conditions. On aurait pu éviter toute cette guerre aujourd'hui et tout simplement examiner un à un des points qui ont été énoncés sans pour autant, si vous voulez, mobiliser toute une armada dans le golfe Persique. Eh bien, le temps de retrouver donc Michel Rimbaud, je voudrais aussi qu'on puisse également ce soir parler de ces points. Alors, à aucun moment, justement, il n'y a de faits nouveaux. Et à aucun moment, ce plan de paix, ou en tous les cas, les points qui ont été sortis, n'offrent, ce plan de paix de Trump, n'offre quelque chose de nouveau. À partir du moment où, par exemple, par rapport à l'uranium enrichi, c'est un
un point qui a été déjà soumis lorsque les négociations étaient en cours, donc avant les frappes. Ce qu'il y a de nouveau, c'est justement l'ouverture du détroit d'Ormuz. Ouverture du détroit d'Ormuz qui était déjà ouvert. Donc on n'avait pas besoin d'aller vers une guerre pour fermer ce détroit d'Ormuz, pour ensuite exiger qu'il soit ouvert. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, et tout à l'heure avec Michel Rimbaud, est-ce que aujourd'hui réellement l'Iran accepterait ces conditions? Est-ce que l'Iran accepterait que Trump fasse des conditions et des préalables alors qu'il n'est pas en position aujourd'hui, sur le plan militaire et sur le terrain, en position d'exiger des conditions, et que c'est l'Iran qui aujourd'hui se retrouve en position de force, et que c'est à l'Iran de voir quelle serait la meilleure façon de négocier. Michel Rimbaud, vous nous retrouvez? Oui. Alors, justement, Michel Rimbaud, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, que ce n'est pas aux États-Unis ni à Trump d'imposer des conditions, encore des conditions et des préalables? C'est plutôt à l'Iran de voir quelle serait la meilleure formule qui lui permettrait si elle accepte, de venir à la table des négociations. À vrai dire, je ne suis pas sûr, parce que la position de base, disons, la réalité, on présente beaucoup dans le monde, y compris notamment en Occident et en Israël, on présente l'Iran comme étant l'agresseur, l'Iran est l'agressé. Tout à fait. Disons. Puisque l'Iran est l'agressé, c'est à lui de poser des conditions et de décider s'il veut bien négocier ou pas. Alors on peut faire des concessions, bien évidemment, mais il y a mais disons, l'expérience prouve depuis un certain temps que toutes les propositions de négociation qui ont été faites à l'Iran, quand l'Iran les acceptait, eh bien, disons, elles étaient à peine acceptées, que ça y est, les hostilités repartaient et que les concessions que les conditions de négociation étaient complètement oubliées et que finalement c'était comme si rien n'était. Oui. C'est ça le problème. Il n'y a pas de parole, disons, de la part du côté américain. Il n'y a aucune parole et aucune parole qui soit fiable. Il y a des propositions comme ça dans l'air. Ça fait gagner du temps. À la limite, ça peut amuser la galerie, mais ça n'est pas des concessions sérieuses. Or, je crois qu'il y a un point sur lequel les deux parties doivent être d'accord. Il faudrait qu'elles soient d'accord, du moins pour ça, c'est de savoir qui est l'agresseur et qui est l'agressé. L'Iran, disons, est considéré par l'Occident, notamment, c'est-à-dire par notamment les États-Unis et par Israël. On fait semblant de le considérer comme l'agresseur. Mais, disons, en réalité, l'Iran, lui, ne se considère pas du tout comme un agresseur, il se considère comme l'agressé. Par conséquent, c'est à lui de poser ses conditions. Alors après, ça peut se discuter, c'est justement un des problèmes de discuter sur le fondement, mais on en est rendu que là. Après, tout le reste, tout ce qui se dit, ce sont... pour l'instant, ça ne peut pas prendre de consistance. Mais alors, oui. Il ne faut pas... La diplomatie... Le problème de la diplomatie, du droit international, c'est qu'il n'existe plus. Disons, le droit, il n'y a plus de respect du droit par personne. Le Conseil de sécurité, tous les instruments diplomatiques n'existent plus. Et donc, c'est ça le grand problème. Chaque camp estime qu'il a raison. Mais encore une fois, l'Iran, lui, considère qu'il est l'agressé. Je crois qu'il est réellement agressé. Et donc, il a posé des questions. Il a posé toutes ces questions. Elles sont très bien connues. Elles sont très variées, très diverses. Ça peut sembler exorbitant, mais ça n'est pas du tout exorbitant en fonction du dommage qu'il subit et disons, des résultats fâcheux de l'agression qu'il subit. Donc ça, c'est, je sais pas, ça ne peut pas se régler facilement. Il faudrait probablement un médiateur. On avait parlé pendant un moment du sultanat d'Oman, par exemple, qui pourrait offrir ses bons offices. Il y a des médiateurs possibles, mais il faut qu'un médiateur, par définition, il doit être à égale distance de l'accusé des deux parties. Si c'est plutôt
d'un côté plutôt que de l'autre, eh bien, ça ne marchera pas. Donc l'impartialité. Justement, il y a un point très important aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, réellement, les États-Unis, Trump ne sont pas en mesure ou en position de force pour pouvoir imposer leurs conditions, d'autant plus que l'Iran se retrouverait peut-être, selon certains observateurs, en meilleure position et donc serait plus apte à, elle, dicter ses conditions. D'ailleurs, l'Iran a toujours dit, et elle le rappelle, de son côté, et les exigences donc qu'elle impose, elle demande des compensations pour la guerre parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est ce pays qui est agressé, des garanties contre de futures attaques, c'est-à-dire que si cessez-le-feu définitif il n'y aura plus d'autres attaques et comme ça dans l'imprévisible, le démantèlement des bases militaires américaines dans cette région, c'est-à-dire dans les pays du Golfe, et surtout les arrêts des frappes israéliennes contre le Liban. Ils disent le Hezbollah, mais nous savons très bien que c'est beaucoup plus le Liban qui est agressé pour des raisons expansionnistes plus sionistes. Bien sûr, mais finalement, c'était ça la grande découverte, finalement, que le plan iranien, finalement, c'est de dire, c'est nous les agressés, on n'est pas les agresseurs, et donc, c'est à nous qu'il faut rendre justice, et c'est pas à nous de rendre justice, disons, à notre agresseur. Et donc, tout le problème est là. Mais toute la stratégie iranienne est fondée là-dessus. D'ailleurs, de décider que l'agressé, et donc tout ce qu'il fait, il demande seulement réparation de l'agression, de tous les domaines de l'agression, alors qu'ils sont nombreux, effectivement. Et ça ne peut pas se régler comme ça. Mais c'est bien entendu, enfin, du moins de mon point de vue, alors je le partage évidemment, mais il est clair que pour moi, c'est l'Iran qui est agressé dans la mesure où il est en pleine négociation quand les opérations actuelles américaines et israéliennes ont débuté. Et finalement, les États-Unis et l'Occident et Israël font semblant d'estimer qu'ils sont en position de force. Ils ne sont pas en position de force, ils sont en position de faiblesse. L'Iran est en position de force sur le terrain. Oui. C'est comme ça que ça se comporte. Dans la pratique, on voit bien que la partie qui est en bonne posture, c'est plutôt l'Iran. Oui. En position difficile, mais quand même Oui, très bien. Juste, je vous demanderai, Monsieur Rimbaud, d'éloigner un petit peu l'appareil de vous pour qu'on puisse pas entendre, donc pour qu'on puisse avoir une meilleure audition. Michel Rimbaud, juste pour conclure, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, on va dire que de toute façon, il n'est pas sûr que cette proposition de paix soit acceptée par l'Iran, qu'il n'y a pas eu de réelle réponse ni officielle. Mais est-ce qu'on peut dire que cette proposition finalement, qui est faite par Trump en ce moment, ou alors il avait lancé un ultimatum, il reporte l'ultimatum et il va vers des propositions, n'est pas en soi une sorte d'aveu d'échec. Bien sûr, parce que finalement, le paradoxe, il y a quand même un malentendu fondamental, c'est que il se trouve que ce que l'Occident et Israël considèrent comme leur position de force, finalement, ce sont réellement ce qui est considéré par Ali Khamenei, le plan, qui est vraiment l'État iranien. Il considère que c'est justement la force de l'Iran. Finalement, le fait d'avoir, par exemple, une multiplication des bases militaires. Eh bien que c'est une force. Les Occidentaux, il y a peu de temps, considéraient que c'était des bases partout, etc., etc. Mais désormais, c'est une faiblesse puisque c'est une cible qui permet d'attaquer, d'avoir une prise, disons, sur l'Occident et sur Israël. On le voit bien dans la réalité telle que ça se passe. C'est la réalité qui démontre finalement quel est le point de vue, la perspective qui est la plus conforme à la réalité. Eh bien, c'est que on voit bien qu'il y a quand même non seulement Israël le paie très cher, mais également les États-Unis et tous les États, notamment les États arabes, les États du Conseil de coopération du Golfe, cette organisation qui avait été composée pour faire pièce à l'Iran disons, il y a déjà pas mal d'années, eh bien, je pense que
tout ce qui était considéré comme un élément de force, il était considéré que la présence occidentale, par exemple, dans la région, c'était une garantie de sécurité. Mais là, c'est une garantie, en fait, d'insécurité. Oui, et de c'est plus en ce plus. que les Iraniens ont bien perçu. Oui. Et donc, ils utilisent tout, au fond, comme ils ont un plan qui est un plan offensif, qui n'est pas du tout un plan défensif. Le plan a été concocté par Ali Khamenei, avant qu'il ne soit assassiné, parce qu'au départ il y a quand même ça, il y a eu pas seulement une agression militaire, il y a eu quand même l'assassinat de dirigeants, notamment de Ali Khamenei, des plus hauts dirigeants iraniens qui ont été assassinés purement et simplement, notamment le guide suprême, les gardiens, les dirigeants des gardiens de la révolution, toutes les hautes instances iraniennes ont été décimées et ont été tués. Ils ont des assassinats politiques. Par conséquent, l'Iran a toutes les raisons de se considérer comme agressé et de réclamer. Mais on s'aperçoit que finalement, c'est pas du tout les points de faiblesse. Ce que l'Occident considère comme la force, sa force, c'est la faiblesse considérée du point de vue iranien. Il considère que c'est justement par ce point, par exemple, que la présence des bases, ça donne une emprise sur beaucoup de domaines, disons, contre l'Occident. Merci beaucoup, Michel Rimbaud. Il y a une différence d'approche stratégique et apparemment, celui qui a la stratégie la plus intelligente et la plus prometteuse, c'est l'Iran. L'Iran qui a raison de se considérer comme agressé, parce que au départ, c'est l'assassinat de ses dirigeants politiques. Imaginons que Trump soit l'objet d'un attentat comme ça chez lui, dans son jardin. Merci beaucoup, on dirait immédiatement, on dirait tout le monde. Mille merci en tous les cas, Michel Rimbaud. Désolé parce que le temps nous prend de court. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate français, conférencier, essayiste, que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont Les relations internationales en 80 fiches ou La guerre de Syrie, essai historique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.